Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est aussi entièrement consacrée au manga de l'année 2021. Et cette fois nous allons vous présenter 16 coups de cœur perso, 16 chouchous de l'année qui vient de passer, 16 chouchous des 6 membres de l'équipe. La semaine dernière on vous a également proposé un top 15 5DC qui nous représentait tous. Cette fois c'est que des coups de cœur perso. Battle Royale. C'était quoi le top 10 de l'émission de la semaine dernière ? Est-ce que vous avez bien suivi ? C'était un truc mais qui il y avait était un top ex-aequo 13. avec un autre, non, probablement. On parle du coup à partir du top 10e. 7. Qui était 10e ? Dans le top 7 Top 10 ? Ex-aequo. Ah, il y avait. Non, il y avait un 10e tout seul. Il y avait un 10e tout seul. Le 10e Attends. était Undead Unluck. Ah, je savais. Et pourtant je l'ai pas lu. Ensuite, on avait eu Et t'en es fier. 3 7e ex-aequo, Bucket List of the Bucket Dead, List, ouais. Oui. Machel. Et Don't Call It. Exactement, merci Julie. Il y avait 3 4e ex-aequo, Oh là là. Il y avait Quand sonne la tempête. Golan. Column Generic Il y Romance, Il y avait Quand sonne la Search and Destroy tempête. du coup. Non, mais non. Non, il était deuxième. Il était deuxième. Et le non, 4e ex-aequo c'était c'était le Blue Lock. Ah. Ah oui. Oui. Ensuite, Les Carnets de l'Apothicaire et Search and Destroy, 2e c'est ça. ex-aequo. Et Kaiju 8, le meilleur manga de l'année. Alors, pour nous excuser, il faut quand même préciser que cette émission, on l'a enregistrée il y a 20 minutes. C'est pour ça. On a déjà se oublié. souvient pas, Franchement, faut quand même avoir une mémoire déjà. Bon. Maintenant, dans la 5ème de couve, c'est l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée. Préparez-vous. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Rebonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en 2021. Comme la semaine dernière, toute l'équipe est présente. Faisait donc un salut général. Ouais. Voilà. C'est toujours les mêmes qui disent pas bonjour là. Oui, bah, sauf Johnny qui est toujours qu'à contact. Bon, Moi je suis solidaire envers Johnny donc j'ai pas dit bonjour. c'est bien. Et moi, j'étais solidaire envers Robin. S'il parle pas, je parle pas. C'est beau, vous êtes beau. Pour ne rater aucune 5ème de couve, je vous encourage donc à vous abonner sur vos applications de podcast favorites, parmi lesquelles on peut trouver Spotify, Castbox, Pocketcast ou Podcast Addict par exemple, et puis pensez à activer les notifications, comme ça vous pouvez écouter l'émission pile quand on l'a publié le mardi, puisqu'on est publié tous les mardis. C'est fait. Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu listing, puisqu'on va égrener un à un les mangas coups de cœur des uns et des autres. Parfois des coups de cœur partagés, et parfois pas intéressés. Tout le monde va pouvoir s'exprimer. Et vous allez voir, il y a vraiment de tout, du plus doux au plus glauque. Ah oui, c'est toi que je regarde, Kanye. Et tu remarqueras que j'ai baissé la tête. Hein. Peut-être il parle de Il a quelqu'un détourné d'autre. les yeux, non? On commence avec toi, Clémence, et ton coup de cœur. Ton premier coup de cœur de cette émission, c'est My Broken Mariko. Et oui. Et donc c'est un one-shot, ce qui est quand même pratique pour notre porte-monnaie, donc c'est un seul livre. Et donc voici le pitch. Un jour, Tomoyo apprend la mort soudaine de son amie d'enfance, Mariko. Donc en apprenant le suicide de son amie, elle décide de débarquer chez le père violent et abusif de Mariko pour lui voler ses cendres et lui offrir le road trip qu'elles avaient promis de faire ensemble. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga ? Ce qui m'a plu, déjà c'est un voyage vers la mer. Forcément, moi, ça parle de mer, je valide. Non, mais en fait, c'est une belle. Alors, c'est déjà c'est une très belle histoire. En fait, c'est une très belle histoire. Et en fait, ce voyage va permettre au personnage principal, donc Tomoyo, de se replonger et donc de replonger aussi le lecteur dans cette amitié un peu ambiguë entre les deux femmes et aussi aux possibles origines du geste de Mariko. Et en fait, j'ai trouvé ce récit extrêmement touchant parce que ça parle forcément de deuil, logique, ça parle d'amitié, ça parle aussi de culpabilité, forcément, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider. Et l'héroïne, en fait, est super rafraîchissante, c'est-à-dire que c'est une femme à fleur de peau, mais qui exprime toujours de façon extrêmement... extrême, enfin je veux dire vraiment elle est très expressive. humaine, elle est très expressive, elle parle de ses émotions, donc genre elle rage, elle hurle, elle pleure facilement et donc elle est très, voilà, comme tu dis, très humaine, très rafraîchissante et en même temps c'est, bizarrement c'est très triste, logique par rapport au thème du livre, mais c'est aussi un beau moment
et qui est pas forcément uniquement fait de tristesse. Enfin, c'est aussi un beau moment de joie où on se replonge aussi dans les souvenirs heureux entre ces deux femmes. C'est un récit plein de vie, plein d'émotions, et c'est un titre qui m'a beaucoup émue. Donc bizarrement, ça n'a pas convaincu d'autres gens, mais moi j'ai vraiment non, parce que j'adore la couverture comme Robin. Alors que je l'ai pas lu. Mais c'est ma couverture de l'année. Pour toi, c'est la couverture que t'as préférée cette année, non? T'as lu la couverture. Mais elle est très belle. Mais oui, la couverture est magnifique, mais le récit l'est tout autant. Mais moi, les récits de deuil me bloquent. Je n'arrive pas à prendre plaisir à lire des récits autour du deuil. Non, mais je peux comprendre, effectivement. Après, c'est un récit qui parle d'émotion. Donc, alors là, on est vraiment très loin de l'aventure, mais donc forcément, faut que ça plaise. Hein, c'est pas pour toutes les sensibilités. Mais ce qui m'a pas mal, ce que je trouvais cool aussi, c'est que c'est une édition, comme tu dis, grand format, une belle couverture. Enfin, je veux dire, c'est un objet aussi qui, de mon point de vue, rend justice au récit. C'est-à-dire que c'est un bel objet. C'est pas une grande aventure en 12 000 tomes. C'est vraiment juste une petite histoire assez courte. En plus, il y a l'interview de l'autrice à la fin avec une petite histoire courte supplémentaire. Donc voilà. Mais c'est touchant. C'est un titre qui est touchant et je suis d'accord avec Clément. C'est très humain en fait. Et c'est rare pour des personnages de manga de trouver des persos qui ont une résonance où tu te dis cette personne, je pourrais la rencontrer dans la réalité. C'est possible. Ça arrive. Naruto, on le rencontrera jamais. Tu vois, dans la réalité, un mec comme ça. Mais c'est vrai que c'est touchant. Bizarre. My Broken Mariko, donc c'est aux éditions Kiun et c'est donc un one shot à moins de 10 €. Petite info en plus avant de terminer? Oui, alors j'ai essayé de chercher un petit truc. C'est un titre qui a gagné quand même un prix, le Bros Comic Award du magazine donc japonais TV Bros en 2020. Je sais pas du tout si c'est coté. C'est Bro, je pense c'est Bro. C'est Bros. Je sais pas si c'est coté du tout comme prix, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça, j'étais là, waouh, super. Non, elle a gagné un prix. Elle a gagné un prix. C'est donc forcément que j'ai raison. Merci Clémence, tu reviendras tout à l'heure avec un autre titre. La suite c'est avec toi Julie et un manga nommé Les Caprices de la Lune. Oui. De quoi nous parlent Les Caprices de la Lune? Alors malgré sa banalité, maintenant qu'ils sont au lycée, Ayumu compte bien prendre sa revanche sur Luna, son charmant voisin et garçon qui l'a taquiné au collège. Et c'était sans compter donc sur les immenses œillères de la jeune fille, sur les réels sentiments et motivations de son rival, mais néanmoins ami d'enfance, qui est très 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 amoureux et qui elle est très 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 bouchée. Donc disons-le clairement, c'est comment dire, c'est totalement léger. Enfin, je veux dire, là, on vient de parler de My Broken Mariko. Vous faites un tournage, un virage total, et vous allez dans le truc le plus cucu et le plus comment dire. C'est rose, c'est doux, c'est... c'est les petits shoujo qu'on a chez Soleil, quoi. Exactement. Mais sauf que là, c'est le haut du panier pour toi. Et en fait, il m'a fait rire. Du coup, je l'absous complètement. On dirait que tu le pardonnes. Ah bah oui, mais oui, qu'est-ce qui t'a plu dedans du coup? Parce qu'il y a ce décalage permanent entre les motivations du garçon, parce qu'on sent quand même qu'il est très mordu, et les interprétations de la fille, qui elles sont tout à fait totalement à côté de la plaque, et c'est hilarant parce que voilà, t'as ce jeu du chat et de la souris, qui est complètement absurde. Et qui permet aussi quand même de dessiner assez subtilement les difficultés parfois d'aller de l'avant quand tu rencontres le sentiment amoureux, quoi, et pas le petit crush ou le truc. Donc c'est vraiment un manga très feel good, et moi je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit truc de non seulement c'est mignon mais en plus on rigole bien. Beaucoup d'humour, ça c'est ton petit point bonus sur Les Caprices de la Lune. Et on en avait bien besoin. Et une petite info supplémentaire? Non, sinon que c'est la première série de l'auteur, donc Ramune Kiyuchi, et donc à être publiée en France, donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Les Caprices de la Lune, un shoujo aux éditions Soleil. La suite, ça se passe avec un petit virage temporel. Là, on passe dans une zone temporelle pour retrouver Johnny, pour nous présenter Worms. Et puis ensuite, on revient dans notre zone temporelle, là maintenant. On passe à toi maintenant avec un autre genre de manga. On part dans la science-fiction avec Worms, Johnny. J'adore la science-fiction. Je vous fais le pitch rapido. Quelque part dans l'univers, dans un futur indéterminé, une guerre éclate dans un endroit indéterminé pour la possession d'une planète indéterminée. On va suivre Manaoga qui est choisi pour intégrer une section spéciale de l'armée qui s'appelle les Forces spéciales de transfert. Worms, dont on a déjà parlé dans l'émission spéciale science-fiction qu'on a fait à la fin de l'année 2021. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga ? C'est vraiment de la science-fiction originale en fait. On fait face à un univers assez inédit, une société complexe, on est en pleine guerre et clairement les femmes en fait c'est l'élément central de cette guerre. Là l'héroïne elle est à la fois soldat et la pièce maîtresse de la guerre contre des extraterrestres. D'ailleurs on ne sait même pas si c'est vraiment des extraterrestres, on ne sait pas si c'est des humains contre qui ils se battent. Et moi ce qui m'a plu vraiment en premier c'est cette idée alambiquée que les femmes puissent téléporter les humains seulement quand elles sont enceintes d'une sorte d'entité parasite extraterrestre. On ne sait pas trop encore. Et je me suis dit, mais qui peut penser ça aujourd'hui quoi. Les auteurs, c'est pour ça qu'on les aime aussi en fait. Non, puis il n'y a pas que ça, il y a des sujets et des thématiques qui sont pas si communs. Donc voilà, c'est très cool. Worms donc aux éditions Akata. T'as une petite info en plus sur le titre ? C'est en 5 tomes, donc ça va, c'est une série courte. Et en gros, quand les 5 tomes sont sortis, pour couronner tous les efforts de Yumiko Shirai, l'auteur, son manga a reçu le Grand Prix japonais de la science-fiction. Et c'est vraiment très rare parce que la dernière fois qu'un mangaka a eu ce prix, c'était plus ou moins il y a 10 ans, au moment où elle a sorti le tome 5, tous médias confondus. Ce Grand Prix, c'est vraiment tout média confondu. Donc c'est pour ça que c'est assez incroyable qu'un manga ait réussi à l'avoir. Et jusqu'à ce jour, il n'y avait que Domu, Rêve d'enfant de Katsuhiro Otomo qui l'avait eu, et Barbara Ikai de Moto Hagio qui l'avait remporté. Oui, donc on se classe, on se classe bien. Worms aux éditions Akata. Maintenant, on repart dans l'autre passage temporel. Et cette zone temporelle qu'on retrouve sans Johnny, c'est avec toi encore, Clémence. Encore moi. C'est ça, pour nous parler de l'île entre deux mondes. Oui, alors du coup, l'île entre deux mondes, c'est Tatsumi, qui est un jeune professeur qui revient sur son île natale, qui s'appelle Aoshima, pour enseigner dans l'école locale. Et malgré sa nature plutôt sceptique et rationnelle, il va être confronté à d'étranges phénomènes. En fait, la nature semble prendre vie autour de lui. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'île entre deux mondes ? Si ce n'est que c'est encore un manga autour de la mer. Autour de la mer. Alors, c'est pas fait exprès. Mais j'avais une petite remarque... Bah non, c'est Pika Graphics en plus. Ce n'est pas vrai. Tu sais, Cagnari tente des trucs comme ça. Ah bah oui, pardon. Moi j'allais parler de Marvel en fait. J'ai switché au dernier moment. Mais c'est intéressant parce que justement, ces petits chouchous, je me dis, en fait, ils révèlent un peu quelque chose de chacun de nous. Enfin, un peu nos petites spécificités. Et ça me fait rire de me dire qu'à chaque fois, je trouve des titres qui sont... très doux, enfin on a l'impression d'être dans une petite bulle un peu de bien-être et j'en parlais d'ailleurs dans l'émission Berserk où j'adorais les moments où ils étaient tranquilles sur la plage à rien faire en mode chill, on se calme un peu, genre on arrête la violence et tout, et je le retrouve un peu dans mes chouchous et je trouve que l'île entre deux mondes c'est vraiment celui qui l'incarne le mieux, on va dire, ce que j'aime retrouver de temps en temps dans le manga, c'est-à-dire en gros c'est cette douceur. En fait, quand j'ai lu ce titre, j'ai eu l'impression d'être, alors c'est un peu gnangnan, mais d'être vraiment enveloppée par la chaleur réconfortante de l'été avec le vent comme ça qui souffle voilà, dans mes cheveux. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais... C'est beau, on dirait une chanson de l'Eurovision. Faut préciser que Clément s'est rasé. Le truc du vent dans les cheveux, faut l'imaginer. Vous êtes vilain, on y était presque là, la plage et tout. Mais oui, voilà, genre avec l'ombre des arbres comme ça. Mais vous avez tous la vision, enfin. Et donc voilà, bon bref, donc c'est vraiment un titre qui est très doux, qui est plein de poésie. Et en plus, bah forcément, il y a le thème de la mer. Oui, d'accord. Bah, moi, j'y suis très. Ça me touche beaucoup, donc forcément, ça revient tout le temps. Mais il y a aussi beaucoup de nostalgie et sur un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, mais qui est notre rapport à la nature, celui qu'on a perdu déjà en devenant adulte, souvent, aussi en vivant en ville, Paris entre autres, mais aussi un petit peu en détruisant notre planète. Voilà. Hello 2022. Exactement. Donc voilà. Et puis en plus, ce que je dirais en plus, c'est une histoire courte. C'est super apaisant, mais ça se termine en 2 tomes. Donc encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui, d'un point de vue financier, demande un énorme coût. Et voilà, donc qui est extrêmement accessible et qui en plus, encore une fois, sous un format Pika Graphics, donc un peu, on va dire, en valeur, un grand format. Exactement. Voilà. Une dernière petite info sur l'île entre deux mondes ? Oui, alors. L'autrice, elle est aussi artiste peintre et illustratrice. Et je trouve que ça se ressent dans son dessin, dans son rapport aux couleurs. Et voilà, petit fun fact. L'île entre deux mondes aux éditions Pika. La suite, c'est avec moi un de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur, c'est Olympia Kyklos. L'histoire d'un artiste de la Grèce antique qui fait des allers-retours entre son temps et le Japon des années 60. Pas notre temps, c'est ça qui m'a fait, rire et qui m'a plu dans ce manga. C'est un titre plein d'humour qui va jouer sur les différences entre 2 époques, mais donc au lieu de rire des problèmes de notre époque,
on va jouer sur une autre période que peu d'entre nous ont connue. Même moi, même Julie n'a pas connu cette période. Et on y parle aussi de manga, d'art, de dessin, de problématiques d'artistes. Alors, problématiques d'artistes supposées pour la Grèce antique, puisque on a du mal à vraiment connaître les problématiques des artistes de la Grèce antique, et des problématiques plus réelles dans les années 60. Et forcément, ça me parle, les problématiques d'artistes, les problématiques du rapport au dessin, comment les gens ressentent les artistes et comment les gens voient les dessins et les artistes dans ces différentes époques. Et je trouve ça super passionnant, super intéressant, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend en ouvrant Olympia Kyklos. Ah bah non, pas du tout. Non, parce que on part sur les Jeux Olympiques au début, puis finalement on s'en écarte assez vite. Assez vite, ouais. Et puis en bonus, le héros rencontre Osamu Tezuka. Ouais, quand même. Bah ouais, c'est cool, c'est pour ça que c'est dans cette période aussi qu'il se retrouve. Il est sympa. Bah ouais, surtout que Tezuka, c'est certes père du manga moderne, le dieu du manga, mais c'est un super personnage de manga en fait. Ouais. Parce qu'il a tout, tu sais, il a la casquette, les lunettes. Il y a le look. Ouais, et puis le mec s'était mis en scène lui-même déjà. Donc il s'était créé. C'est ça, et puis il y a l'aura Tezuka en plus. Donc quand tu sais que c'est Osamu Tezuka qui arrive dans le manga, bah c'est un personnage important, tu sais que ça compte, tu sais que ça fait partie du truc, et je trouve ça assez passionnant, et ça se lit tout seul en plus. On parlait de feel good tout à l'heure, de choses un peu plus légères. Là on va sur des problématiques, mais sauf que c'est traité avec beaucoup de légèreté, et c'est assez chouette. Olympia Kyklos, vous en avez peut-être entendu parler aussi, parce que c'est un manga signé par Mari Yamazaki, qui est la créatrice de Therma Romae. Therma Romae, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, mais alors entre les deux je préfère largement Olympia Kyklos. Et c'est bizarre parce que on en a vraiment pas entendu parler de ce manga. Mais elle a son petit fanbase quand même. On l'a, non mais enfin tu vois, je l'ai vu, mais parce que je m'intéresse on au en a manga, moins entendu parler que Therma Romae à l'époque, effectivement. Mais vous savez pourquoi? Parce que le bouquin était reporté à cause du Covid notamment, et il devait sortir déjà l'année encore d'avant. Il devait sortir en 2020, il est sorti finalement en 2021. Le lancement a pas été non plus. Il voulait un peu profiter des Jeux Olympiques. Bah aussi, forcément. Ouais. L'idée c'était de profiter des JO et l'espace-temps. C'est ça. Et puis sur Therma Romae, ils avaient fait un gros lancement marketing et commercial. Oui, elle était venue. L'autrice. Et en plus, elle était venue. Ça sera terminé en 7 tomes et c'est aux éditions Saka Olympia Kyklos. La suite avec Clémence encore. Décidément. Mais c'est parce qu'on a besoin de. Tu sais, on alterne, tu vois, un peu de légèreté, un peu de douceur maintenant avec Clémence. Je vais devenir une caricature de moi-même. C'est ça. Parle-nous un peu de la mer. Insomniaque, parce qu'il y a pas l'océan dedans. Alors là, il y a pas l'océan. Alors un tout petit peu quand même. C'est plus les étoiles. Mais donc voilà le pitch, c'est donc. Au milieu des cartons et des vieux livres poussiéreux, j'aime bien, je vous le fais un peu à la Père Castor, un peu. Deux adolescents profitent d'un instant de répit dans l'ancien observatoire de l'école. Quelques minutes pour faire une sieste pour Ganta et Isaki, qui souffrent tous les deux d'insomnie. Pour pouvoir profiter de leur havre de paix, ils décident de lancer un club d'astronomie. Donc on passe de la mer aux étoiles. Le club sieste devient le club d'astronomie. C'est très porno comme pitch. Mais tu as le don de tout détruire, c'est pas possible. Mais on est c'est un vrai talent qu'il a. C'est un vrai talent. Parce que le club d'astronomie, finalement, c'est pas. Ils vont pas. Au début, c'est un club sieste. Ouais, c'est un club sieste. Ah oui, c'est clairement un club sieste. Et le club d'astronomie est plutôt là pour faire. Un peu semblant quoi. C'est ça. Mais finalement ils vont découvrir une petite passion, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est encore une fois un titre très doux, très bulle de bien-être comme j'aime bien, mais plus déjà plus jeune je pense, pour un public un peu plus jeune, plus tranche de vie, puisqu'en fait on se plonge dans l'univers des années lycée, et en fait c'est marrant, mais moi quand je le lis je me projette un peu genre en mode imagine si mes années lycée s'étaient passées genre trop bien, et c'est ça, tu vois. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Exactement, ça aurait dû se passer comme ça. Et voilà, moi je suis toujours très touchée par les deux adolescents qui
vont se rapprocher. Donc il y a une petite histoire un peu d'amour, mais sous-jacente. Eh, bien sûr, attends. Ça va. Non, mais pas comme ça, Cagnard. Bon. Voilà. Les choses de la vie. On est touchés. Et alors, voilà, c'est là où vous allez découvrir aussi ma deuxième passion. J'en ai d'autres, mais aussi sur l'astronomie. Et je trouve ça trop cool aussi. Ils se prennent de passion pour la photographie et la photographie de nuit, et donc pas des étoiles. Et donc ça, c'est très cool. Et en plus, le dessin, j'ai beaucoup aimé le dessin, en fait. Je trouve dans le mouvement, en fait, des personnages, même dans la façon dont elle dessine les vêtements. Enfin, c'est un peu précis, mais je sais pas, il y a quelque chose dans son dessin qui m'a touchée. Ça compte, hein. Et est-ce que tu as un petit info en plus ou un petit point bonus? En fait, des 3 titres chouchous, c'est celui que j'ai le moins aimé. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça. Plutôt, disons que je recommande plus les 2 autres que celui-là. Je pense que c'est parce que c'est pour un public, de mon point de vue, un peu plus jeune. Et donc, moi, je suis un peu plus vieille, donc voilà. Et voilà, bienvenue au club. Exactement. Et dernière info, c'est que c'est la même autrice que La fille du temple au chat. Donc, c'est Makoto Ojiro. Donc pour ceux qui ont bien aimé, voilà, je recommande. Donc Insomniac, qui est, tu l'as dit ou pas, je sais plus, qui est toujours en cours au Japon en tout cas, et qui est en 3 tomes déjà publiés pour l'instant. La suite avec toi, Julie, un manga édité par le Lézard Noir. Yes. Ça s'appelle Summer of Lave. Attention de ne pas confondre avec Summer of Love. Ah bah voilà, il y a un jeu de mots. Évidemment. Peut-être. Ouais. Donc le pitch, donc 2 amis très proches, donc Toyama le taiseux et le turbulent Sakurajima, voient leur quotidien changer à cause de l'apparition d'un volcan qui transforme donc leur petite ville de Provence en station balnéaire à la mode. Et donc les 2 lycéens vont être pris dans une espèce de tourbillon de changement. Voilà, ce qui m'a plu, je pense, c'est un récit assez foutraque en fait, où voilà, sur l'adolescence, l'amitié, les premiers émois, et on mélange un peu tout ça, et on a ce mélange un peu improbable. Mais en même temps, c'est un manga qui s'inscrit vraiment dans une lignée de films et de livres sur l'adolescence et aussi sur la libération des années 70, d'où le jeu de mots du titre. Et pourtant, moi je trouve que ce qui est fort, c'est qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Donc, Quand je vois la couverture, tu sais, ça m'évoque, et le fait que ça soit édité par le Lézard Noir également, à des trucs un petit peu décalés aussi. Dans l'humour, arty soit, mais un peu décalé aussi dans l'humour, tu vois. Si je le vois à côté de la cantine de minuit, je peux m'imaginer que c'est dans une famille proche. Je pense que disons que pour l'auteur, il y a un petit côté très récréation qu'on peut trouver dans ce livre, parce que c'est vraiment léger, c'est vraiment 2 amis qui essayent de garder de bons souvenirs de leur enfance, quoi. Et c'est super réjouissant parce qu'il y a aussi une réflexion sur l'art, la création, et qu'est-ce qui fait aussi que des fois on passe à côté de certaines opportunités, etc. Enfin, c'était un chouette moment de lecture. C'est un manga donc de Keigo Shinzo qui a été écrit avant Tokyo Alien Bros et avant Mauvaise Herbe. Ouais, et du coup on n'a pas du tout la même ambiance. Donc oui, moi je trouve que c'est sympa de voir cet auteur dans un registre qui est vraiment foncièrement plus léger et vraiment loin du drame social de Mauvaise Herbe. Ouais. Et je sais pas si tu l'as dit ou je le redis, pardon de le répéter, mais c'est un one shot. Ouais, format toujours bienvenu. Voilà. Bah ouais, carrément, ça fait 2 one shot, et encore on a fait pas mal de mangas assez courts depuis le début. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est que des coups de cœur perso, c'est qu'on n'est pas sur des séries super ambitieuses et ouais. Voilà. Et qu'on a peut-être du mal à convaincre les autres. Mais au contraire, ça devrait être un argument en plus. Ouais, c'est super rapide à lire. Ça devrait, je suis d'accord avec toi. La suite, ça aussi c'est rapide à lire, et tout le monde ne l'a pas lu autour de cette table. Et alors ça c'est problématique. Non, c'est pas problématique. La suite, c'est avec Lupin the Third, le recueil de Lupin qui est sorti cette année, un recueil d'histoire du célèbre voleur, donc Lupin, 3e du nom. Avec lui les personnages historiques de l'œuvre, l'ancien tueur à gages, le samouraï moderne vite fait, et puis ses ennemis, son rival et l'inspecteur qui tente le tout pour le tout à chaque fois pour l'arrêter. Une rythmique très simple, mais toujours aussi efficace. On retrouve donc tous les ingrédients qu'on fait de cette saga une aventure culte,
en France, c'est aussi culte parce qu'on l'a pu le connaître, pour certains en tout cas, pour les plus anciens, par la télévision et le dessin animé Edgar de la Cambriole. Et puis c'est juste pour pouvoir dire Edgar de la Cambriole que vous en parlez autant. Vraiment, je crois. Tu veux pas faire le générique, Max ? Non, on va pas faire le générique. Mais c'est vrai qu'en France, on connaissait que l'animé. On a vu les films. Il y a des films qui sont arrivés aussi. Il y a les séries animées. Lupin, les suivantes qui sont arrivées également, mais on n'avait jamais pu avoir le manga en français. De Monkey Punch. Mais ouais, de Monkey Punch, et c'est énorme, c'est génial. Grâce à ce premier recueil, on va retrouver toute la saveur de Lupin, le trait qui est quand même très différent entre l'animé et ce qu'on retrouve dans le recueil. Ah, les années 70, hein. Et ouais, on est à des années-lumière. Mais ceci dit, je comprends pourquoi c'est devenu aussi culte. Oui. C'est un peu pulp. Carrément. C'est carrément pulp, oui. Carrément, non, un peu. Mais voilà, moi j'avais surtout peur que ça vieillisse. J'avais peur de me dire, ok, allez, je lis un vieux manga en fait, qui n'est jamais arrivé en France, qui est culte par son animé. Devant quoi je vais être quelles vont être. En plus, c'est un recueil, c'est pas vraiment l'histoire que je suis du début à la fin. Donc tu prends des histoires au milieu. Et ben en fait, non, ça marche. Ne serait-ce que graphiquement, hein, le talent de l'auteur, c'est de réussir à rester intemporel d'une certaine manière. Et je trouve qu'il réussit à y arriver. Et que ça peut passer les époques. Et je suis très très content de voir ce recueil arriver et d'avoir pu découvrir Lupin the Third enfin. Et donc je ne peux que vous encourager, vous aussi, à lire Lupin. Même mieux, je vais encourager tous les gens qui travaillent dans des bibliothèques ou dans des médiathèques. De se le procurer. De se procurer Lupin. Parce que c'est un recueil d'histoire. Et donc on peut c'est un peu plus compliqué de le vendre. Et donc si on veut faire la promotion du manga, avoir ce genre de recueil disponible dans les bibliothèques et dans les mangathèques, je trouve ça assez important. Carrément. Parce que tu peux le louer, tu peux l'emprunter, mais juste le lire sur place. C'est vraiment des histoires que tu peux lire sur place, parce que certaines font qu'une vingtaine, trentaine de pages. Et t'es content, t'as lu un peu de Monkey Punch, t'as lu un peu d'un manga historique, et c'est génial. Mais c'est ça, parce que parfois tu peux être curieux de découvrir une œuvre sans savoir à l'avance si ça va te plaire ou pas, et donc sans vouloir l'acheter. Si tu veux être capable de mettre les moyens pour l'acheter et tout, mais là c'est cool de se dire, elle est accessible, je peux. Enfin, de toute façon, on est toujours très content quand il y a une nouvelle édition d'un truc accessible. Mais là, c'est vrai que dans une médiathèque, ça aurait du sens. Ouais, je trouve que c'est vraiment le bouquin le plus idéal de cette année pour le candidat, en tout cas le meilleur candidat pour aller dans les bibliothèques et dans les médiathèques françaises. Il n'y a pas encore de mangathèque en France. Ah, il faut. Ça serait tellement bien. C'est ça que c'est en train de ressembler. C'est clair. Évidemment. Les rayons manga dans les bibliothèques. Bah oui, tout le monde veut lire que ça, donc forcément. Petit bonus aussi sur Lupin the Third, sur ce recueil, la traduction qui est très jolie, très soignée, très simple, et puis la fabrication qui est elle aussi très, très simple, honorable, mais bien, parfait pour le bouquin. Ouais, c'est ça, je l'ai vu en librairie et on est sur un bon entre-deux, je trouve. C'est un bel objet et en même temps, c'est pas un truc qui coûte 30 balles, donc c'est accessible aussi. Non, on est comme les Monsters de luxe un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. On est dans ces eaux-là sur le papier, et puis sur ce papier-là, je trouve que le dessin de Monkey Punch il passe super bien. Mais il est super élastique, il y a une espèce de. Puis Lupin quand il est. Il rebondit. Il rebondit, Lupin, tu vois. C'est super cartoon quelque part. Il se déforme et tout. Et puis les personnages, la petite équipe, quoi. Ouais. Ils sont tous trop bien. Bref, Lupin the Third, c'est aux éditions Kana. Et sachez que si, sur le long terme, les ventes fonctionnent un peu, il se pourrait qu'on ait la chance d'avoir la vraie série en français un jour. Sachant que les problèmes de droit qui faisaient obstacle avant semblent être moins gênants aujourd'hui. Mais si on a ce recueil, ceci dit, c'est parce que ce recueil est sorti au Japon. Oui. Okay. Donc, comme le recueil est sorti au Japon, on a les éditeurs du monde entier, parce que c'est sorti à peu près de la même façon dans le monde entier, ont pu acquérir les droits de ce recueil pour faire découvrir Lupin. Et qu'on n'a pas trop dérangé les ayants droit. Et qu'on n'a pas trop, pas trop dérangé. Mais bon, peut-être que, voilà, achetez-le, ça pourra peut-être nous aider à avoir le vrai Lupin. Robin, la suite, c'est avec toi. On change totalement d'univers, mais on reste sur quelque chose d'assez cool avec le reboot de Dr Stone, enfin le reboot non, le spin-off qui s'appelle Byakuya Reboot. Ouais, alors de Dr Stone Byakuya,
c'est en gros l'incroyable histoire du père de Senku, donc, qui est le héros de Dr. Stone, et de son robot Ray dans le préquel de la série. Donc je vais peut-être pas résumer Dr. Stone. A priori, les auditeurs savent de quoi il s'agit. On est dans un monde, voilà, l'humanité a été pétrifiée, et en fait on suit les derniers survivants de l'espèce humaine, qui sont en fait un équipage d'astronautes qui sont dans la station spatiale internationale, et qui vont du coup devoir se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'humanité sur les rails, quoi. Et en fait, ce qui est super cool dans cette série, moi de toute façon Dr. Stone à l'époque, c'était en 2018 si je ne m'abuse, c'était déjà mon coup de cœur de l'année, donc quelque part c'est un peu cohérent que Dr. Stone Byakuya soit mon nouveau coup de cœur cette année. Là on est vraiment sur un spin-off d'une de mes séries préférées du moment, que j'aime toujours autant, sur un personnage qui est assez emblématique dans Dr. Stone mais qui est assez absent en fait. Byakuya on le connaît pas trop, on sait à peu près, on le voit planer au-dessus de l'intrigue de Dr. Stone, on sait que c'est le père de Senku, mais les fans de Boichi voient en lui une sorte de Ken, de Sun Ken Rock. Complètement, parce que graphiquement il est stylé, tu vois, il est vraiment il a des sourcils chelous aussi. Ouais, enfin il incarne vraiment cette espèce de personnage hyper viril, hyper classe, quoi, comme Boichi aime bien les dessiner, mais en même temps c'est pas un masculiniste, hein. Byakuya c'est un scientifique, c'est un astronaute. Oui, mais c'est pour ça, mais c'est juste que effectivement il y a aucun personnage vraiment dans Dr. Stone qui ressemble au personnage de Boichi, sauf peut-être effectivement Byakuya. Et donc c'est pas un hasard quelque part si Boichi a voulu faire un spin-off sur lui, tu vois. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'on retrouve les ingrédients de la licence. T'as ce côté mélange fun et à la fois pédagogie un peu scientifique et tout, mais je trouve que là dans l'intrigue de Byakuya ça fait basculer le manga vers quelque chose de beaucoup plus presque réaliste d'un point de vue scientifique, parce que là on est vraiment avec des astronautes sur la station spatiale, sur les problématiques concrètes de c'est quoi être un astronaute dans l'espace et tout ça, et en même temps aussi ça le fait aller dans quelque chose de beaucoup plus émouvant. Alors je vais pas spoiler parce que je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes, mais Byakuya c'est vraiment là où Dr. Stone c'est vraiment une comédie teintée de scientisme ou de scientifique, Byakuya le spin-off c'est quasiment une tragédie un peu spatiale, tu vois, avec le vide de l'espace qui quelque part tu vois entre en résonance avec je sais pas comment dire, le désespoir des personnages. Enfin il y a un truc assez tragique quelque part, même c'est si métaphysique là. Mais voilà, c'est beaucoup plus métaphysique je trouve que Dr. Stone, effectivement. Et pour moi vraiment Dr. Stone Byakuya c'est quasiment un des spin-offs les plus réussis de l'histoire du spin-off en manga. Limite c'est encore plus fort que la série mère. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, et je défie quiconque de lire Byakuya et de pas lâcher sa petite larmouze à la fin. C'est vraiment y a vraiment une émotion qui transpire dans ce manga qui est assez incroyable, quoi. Si on n'est pas à jour dans Dr. Stone, est-ce qu'on a le droit de lire Byakuya sans se faire spoiler? C'était ma question. Alors je pense que c'est difficile parce que moi je l'ai lu en connaissant Dr. Stone, mais j'ai l'impression quand même que les enjeux du récit et tout sont bien mis au départ pour qu'on comprenne bien quand même ce qui se passe. Et effectivement tu vas peut-être avoir des petits éléments qui vont te spoiler, mais je pense pas que ce soit drastique sur l'histoire. De toute façon Dr. Stone, l'intrigue de Dr. Stone quelque part on s'en fout un peu, tu vois. C'est les personnages, c'est suivre Senku, c'est son avancée scientifique, c'est ça qui compte, c'est pas tant ce que tu vas découvrir sur l'intrigue. Je pense pas que ce soit gênant. Je pense que c'est moins intéressant de le lire avant de commencer Dr. Stone, mais quelque part c'est un préquel, donc en fait chronologiquement ça se tient, hein, donc moi je vois pas de problème. Je conseillerais plutôt de lire Dr. Stone directement, mais pourquoi pas. Oui, bon, on va pas commencer, non, mais si genre t'as lu que 3 tomes de Dr. Stone par exemple. Je pense que ça va pour le coup. Si t'es déjà un peu dans la série, je pense que ça le fait, quoi. Y a pas de problème. Un petit bonus dessus ? Ouais, je parlais d'émotion, et je trouve que l'émotion elle se retrouve aussi dans le côté méta du livre, tu vois, genre vraiment t'as le petit message de Boichi en volet d'intro qui te dit que c'est sa première œuvre en solo pour le Jump, et donc il est hyper ému de ça, tu vois. En volet arrière, à la fin t'as Inagaki qui parle de qu'il a adoré lire cette histoire et qu'en fait il avait pas beaucoup intervenu dedans, si ce n'est quelques lignes de dialogue, tu vois, mais donc il y a un peu le côté Inagaki laisse son bébé à Boichi qui s'empare de la série. Et il y a même aussi une petite postface
d'une consultante scientifique qui a vraiment du coup aidé Boichi sur voilà la cohérence scientifique de c'est quoi vivre sur une station spatiale et tout. Et même sa postface, elle est hyper mignonne, tu vois. Elle dit bah voilà, c'est la première fois que je bossais pour un manga et donc tu sais, il y a vraiment tout un petit une petite vibe autour même de la conception du livre en elle-même qui est je me doute bien que c'est un livre qui a aussi été fait pour des raisons commerciales et voilà, le fait de faire un spin-off sur une série qui marche, mais il y a vraiment une belle histoire derrière cette histoire aussi et je trouvais ça assez chouette en fait. Mais c'est vrai que c'est assez rare, j'ai pas souvenir d'avoir vu, alors ça a peut-être déjà existé mais juste je m'en souviens pas, mais d'avoir vu un binôme auteur-dessinateur où le dessinateur a le droit de faire son spin-off tout seul. Bah ouais, c'est clair, je trouve que c'est assez beau quoi, il y a un côté je sais pas, je trouve ça chouette quoi. Ouais non, c'est assez cool, mais c'est un binôme qui sort aussi du commun dans le Jump. C'est clair. Avant de passer au titre suivant, as-tu une dernière petite info sur Dr Stone Byakuya Reboot? Bah du coup je me demandais ce que ça voulait dire Byakuya, donc j'ai un peu regardé sur internet, alors Julie me contredira, mais a priori ça veut dire soleil de minuit ou jour polaire. Ouais, c'est beau. Et je trouvais ça très beau et très poétique pour un manga qui parle d'espace, je trouvais que c'était joli. Dr Stone Byakuya Reboot, c'est le spin-off de Dr Stone qui est disponible aux éditions Glénat. Julie, oui, on en a parlé de ce titre, oui. Comme avec Johnny tout à l'heure dans l'émission sur la science-fiction. Ouais. Et toi comme Joe, vous avez été touché par plusieurs titres de SF. Et là tu voulais revenir une fois de plus sur une brève histoire de Robo Sapiens. Oui. Bah oui, et donc le pitch, c'est un recueil d'histoires sur des robots et des humains. Ouais, j'avais essayé de faire le pitch la dernière fois, mais c'est compliqué avec ce titre. C'est super difficile. Mais en tout cas, ça va aller assez vite parce que effectivement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc cette émission était super, écoutez-la. Mais c'est vraiment un très beau livre, très différent de ce qu'on attend d'un manga. Enfin, je pense que le format, le traitement graphique en général et celui des onomatopées et le style donc, de Shimada Toranosuke est vraiment super intéressant pour lire ce livre. Et il a un trait vraiment faussement naïf et ça lui permet d'aborder des questions mais qui sont complètement vertigineuses comme la temporalité des humains, de leurs sentiments, la question de la matière, de l'immatériel. Donc, tout ça dans ces petites pages, ça fait une espèce de vertige, quoi, de tourbillon comme ça qui nous emporte dans une histoire voilà, où on prend le temps de voir ces humains et ces robots cohabiter ensemble. Moi, c'était un bon souvenir de cette année, quoi. Et surtout, c'est des thèmes très complexes. Hyper complexe. Et lui, il a une espèce de façon d'aplanir en fait tout ça. Vraiment, ça demande plusieurs lectures et c'est jamais désagréable. En fait, des fois, on se dit c'était compliqué, on va pas y retourner tout de suite. Bon, moi après, je suis peut-être un peu tête brûlée, donc je me dis c'est pas grave, les premières 4 signes, on y retourne. Et je sais pas, je trouve que c'était vraiment une lecture hyper enrichissante, alors que on se dit il y a des aplats, c'est pas très nuancé. Enfin, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir une espèce de décalage entre le traitement graphique et les thèmes abordés, quoi. Et il est clairement tellement mieux à lire qu'à feuilleter. Oui, c'est vraiment un bouquin où on se pose, où on prend le temps et il y a une contemplation qui se fait d'elle-même en fait, alors que les pages sont quasi vides. Enfin, c'est incroyable. Petit point bonus sur l'objet en lui-même, c'est aux éditions de EV Graphics, ils sont très très attachés à la fabrication des bouquins. Oui, et du coup ça fait des très beaux livres, donc une très belle fab, et on est très content pour ce nouvel éditeur, donc c'est sa première année, mais quel anniversaire, quoi. C'est ça, grosse année, on en a parlé dans l'émission précédente avec 2 bouquins, on en a encore un autre, une brève histoire donc de Robo Sapiens. Avant de passer au suivant, une dernière petite info, Julie. Alors c'est un manga qui s'est fait remarquer déjà au Japon avant de venir ici, et donc il a gagné le grand prix du 23e festival Japan Media Art Festival, donc dans la catégorie manga, et il a également été donc 2e au classement Kono Manga ga Sugoi en 2020. C'est pas rien. C'est clairement pas rien. Et il a été aussi donc très reconnu au Japon. Une brève histoire de Robo Sapiens. La suite avec toi, Cagnard, c'est ton premier coup de cœur dans cette émission, et c'est tout de suite un manga un peu collant. Sticky. Collant, d'accord. Dans tous les sens du terme. Peau, c'est dégueulasse. Ça s'appelle Denjin N. C'est publié chez Pika Édition. Et ouais, c'est ça, les collants. Le résumé en quelques mots, Nasu, le personnage principal, c'est un loser qui travaille dans un konbini.
Il a une mère qui est violente, elle est alcoolique, et en fait son seul plaisir c'est d'être un fan hardcore de l'idole Misaki. Après un tragique accident, en fait il se retrouve capable de contrôler n'importe quel système électrique, et il décide d'utiliser ce pouvoir-là pour aider cette idols à réussir sa carrière et à devenir de plus en plus connu. Est-ce qu'on pourrait mettre des guillemets autour du mot aider ? Alors, je pense qu'il faut mettre des guillemets autour de tous les mots dans ce que je vais dire sur ce titre. Parce que, en fait, c'est étrange, guillemets, dérangeant, guillemets. On se retrouve dans la tête d'un psychopathe. Sans guillemets. Si, guillemets aussi quand même. Et en fait je trouve ça hyper original. Tu sais, c'est le personnage principal de cette histoire, donc quelque part on aimerait avoir un petit peu de compassion pour le héros et un petit peu comprendre pourquoi il réagit comme ça, mais c'est impossible. On est dans la tête d'un psychopathe, c'est un tueur en série en puissance, et plus tu avances dans la lecture et plus tu te dis mais en fait ce que je veux c'est que quelqu'un arrête cette personne, parce que autant le pouvoir du perso, je trouve qu'on s'en fiche un peu, tu vois. Utiliser l'électricité, déjà ça avait été vu dans un autre manga qui s'appelait Ikariman chez Tonkam. Et même si je trouve que c'est un pouvoir qui est très ambitieux à la base, c'est un peu compliqué à bien représenter et à montrer la dangerosité, on va dire, de ce pouvoir. Sauf que là, les auteurs ils sont trop forts, parce que ça démarre d'un truc tout con, par exemple. L'idols va traverser la rue, le feu devient vert tout de suite, et elle dit ah tiens c'est bizarre, aujourd'hui tous les feux sont verts, tu vois, et puis au bout de 2 semaines c'est marrant, ça fait 2 semaines que tous les feux sont verts. Ça c'est un passage qui est incroyable quand même, avec ce passage de genre ah c'est rigolo, t'as vu, ah j'ai trop de chance aujourd'hui, et vraiment 2 semaines après c'est là mon dieu mais c'est hyper, ça fait je sais pas, elle dit quoi, genre ça fait 2 heures que je suis là et c'est toujours vert pour moi, et c'est toujours, et genre il y a un immense quand on est en embouteillage qui est en train de se créer, c'est incroyable. Et tu sais c'est les petites en fait c'est ces petites étrangetés du quotidien, genre parfois ça nous arrive à nous de nous dire tiens aujourd'hui j'ai de la chance, dis donc tous les feux sont passés au vert et tout, et en fait j'aime beaucoup ce côté très inquiétant, parce qu'au début elle se doute de rien, elle se dit juste qu'elle a de la chance. Heureusement qu'elle se doute de rien. Mais plus ça avance et plus les hasards, et là je vais mettre des gros guillemets sur hasard parce que ça devient vraiment de plus en plus violent, hein. Il y a une montée en puissance littéralement, je trouve que ça compense un peu la personnalité de l'auteur, et en fait ça m'a fait penser à une autre lecture de BD franco-belge, la dernière BD de Timothée Le Boucher qui s'appelle 47 cordes. Il y a exactement ce truc, c'est quand l'étrange commence à s'infiltrer dans le quotidien. Et j'aime beaucoup ce sentiment-là, parce que je pense qu'on peut tous se dire ça, genre tiens c'est bizarre, hein, j'ai un peu de chance aujourd'hui. Au bout d'un moment, jusqu'à, tu sais, ça peut monter très haut jusqu'à se dire il y a un complot là. Attends, il se passe un truc, tu vois, c'est bizarre que cette journée se passe aussi bien que. Et elle, c'est vraiment ça, elle a de la chance. Sauf que cette chance, elle est complètement préméditée, et c'est un psycho qui est derrière elle. On met même en scène finalement un truc assez commun malheureusement au Japon, qui est le stalking. Oui, vraiment, ça parle complètement de stalking, et puis il y a vraiment ce truc, je trouve très très dérangeant, parce que le pouvoir est pas ouf. Le perso, il est pas ouf, il peut faire des trucs de ouf. Il peut faire des trucs de ouf, et vraiment t'as une montée en puissance, et tu commences à sentir à quel point ce récit va être extrême en fait. Là au tome 1, c'est pas encore extrême, ça l'est déjà un petit peu. Oui, le coup de l'ascenseur c'est déjà extrême. Oui, mais il t'habitue à un petit niveau de gore tranquille, tu vois. Pour Cagnard, c'est tranquille. Un niveau de gore tranquille. Ouais, ils sont assez habitués. Ouais. Attends, mais j'ai pas encore lu le tome 2, mais franchement là j'ai peur. Évidemment que ça va aller beaucoup plus loin. Évidemment. C'est enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a très peu de chances que ça reste à ce niveau-là. Et puis j'aime bien cette idée, du mec qui veut aider. Mais en fait, t'es un psychopathe, ne fais rien, mec. Laisse-la vivre, et je pense que ça va bien se passer, parce qu'en plus, c'est pas une idol qui est en galère. Elle commence à être un petit peu connue déjà, ça va, sa carrière, ça va bien. Mais lui, il veut la booster, et puis j'ai bien aimé ce côté-là aussi, où en fait, c'est pas mal défini le côté je suis fan d'idols, où il t'explique vraiment les trucs, où tu dois payer, et en fait, ça coûte cher d'être fan d'une idols juste pour la serrer dans tes bras, ou non, tu lui serres la main. Non, pardon, oui, tu lui serres la main, mais je trouve que c'est assez complet là-dessus, parce que c'est un truc qu'on connaît pas trop en France, et tu vois comment tout est fait
pour que tu deviennes un psychopathe en fait. C'est mais c'est vrai que la poule ou l'œuf. T'as complètement raison. Tu dis au début, tu te dis mais tu peux ressentir une forme de compassion pour ce gars parce que tu te dis mais imagine, j'avoue, je serais à sa place, tu pèterais un câble. Sauf qu'en fait, et vraiment, et tu le vois et c'est décrit longtemps au début. Tu te dis waouh, ok, c'est vraiment galère. Sauf qu'en fait, dès qu'il commence à partir dans ses bails de tueur en série, t'es là, ah ouais non. En fait, en fait non, là c'est too much. Là, je suis désolée, mais je peux pas. Et puis un côté enquête en plus avec 2 personnages importants. Oui, pour le coup, c'est mon point bonus, c'est vraiment les personnages, parce que déjà, c'est assez original d'être dans l'atteinte d'un psychopathe. Je pense à l'esprit au film Maniac, où tu vois en vue subjective un tueur en série, une expérience qui était assez intéressante cinématographiquement parlant. Et en plus, il y a 2 médiums qui vont arriver, qui vont être embauchés, parce que pour courir derrière ce mec-là, mais c'est très bizarre, parce que comment tu peux juger juridiquement qu'il y a trop de hasard? C'est bizarre, tu vois, même la police ne sait pas vraiment comment faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils utilisent pour une situation anormale? Ils utilisent des médiums pour traiter ce cas. Mais ça c'est cohérent en fait. Le bouquin est cohérent au final. C'est cohérent, c'est logique, tu vois. Et les 2 médiums, ils sont vraiment hyper bien incarnés. Je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série. Les persos arrivent, ça, il était déjà fan d'eux. Non, je suis d'accord sur les médiums. C'est des L de Death Note. Exactement. Et ça marche. Je me suis fait exactement la même remarque sur Dungeon N, qui est un manga donc en 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises, signé par les auteurs de. C'est ma petite info en plus, c'est les auteurs de Starving Anonymous et Fortress of Apocalypse qui, je sais que je lis des trucs chelous, je sais, pardon, désolé, c'est pas de ma faute, mais je pense réellement que, à mon sens, de cette génération-là, c'est les auteurs les plus dérangeants. Si tu veux du bizarre, si tu veux du sentiment extrême, c'est eux qu'il faut aller voir. Et moi, c'est vers... Et de toute façon, chaque année, j'ai l'impression de parler à un moment d'un de leurs titres, tu vois, parce que c'est étrange, c'est bizarre, ça gratte, et en même temps t'as quand même envie de continuer, tu vois. J'adore ce que font ces mecs-là. Ça s'appelle Dungeon N. La suite, c'est avec un de mes coups de cœur. On change totalement d'univers, totalement d'ambiance. Là, on était sur un truc glauque, dangereux, avec un psychopathe stalker. Là, on suit l'ascension de Temujin dans Fenrir, un jeune chef de clan qui rêvait de paix et qui va se retrouver à la tête de son village pour conquérir les steppes. Plus qu'une conquête, oui. Temujin, qui est Temujin, Robin? Toi qui aimes beaucoup ce personnage. C'est Gengis Khan également, exactement. Donc voilà, c'est son prénom. C'est son histoire, enfin c'est son histoire, c'est inspiré de. C'est vraiment le début. C'est ça. Dans Fenrir, ce qui est très chouette, c'est qu'on a des codes du manga shonen d'aventure, mais appliqués à un seinen d'inspiration historique. Donc on est vraiment dans une ambiance. On est dans un côté de 2 salles, 2 ambiances, ça mélange les deux, et on a donc des parties assez ludiques dans un récit très très sérieux avec des contours réalistes. Et j'aime bien ce mélange des genres qu'on a dans Fenrir, qui fait que c'est pas un bouquin facile à lire comme ça. C'est pas un bouquin aussi facile que les shonen d'aventure ou les shonen d'humour, quoi. Ouais, et ça a l'air facile à pitcher, mais en fait, c'est pas si facile que ça à pitcher. Non, il faut le faire simplement, ouais. C'est vrai que là, ce que tu dis, ça peut être un pitch, mais on pourrait en avoir un autre. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est, du coup, moi, j'aime bien la culture mongole, l'empire mongol, c'est une période historique qui m'intéresse, et je trouve que dans cette histoire, ça te fait découvrir ça de manière, comme tu dis, assez ludique. Et très shonen quelque part, et ça colle, quoi. Et cette histoire de Temujin, qu'elle soit proche de la réalité, ça m'a plu en plus. Ça m'a donné envie d'en savoir plus, peut-être même aller un jour dans un recoin de ce monde-là. Ça te donne envie de découvrir cette zone, ça te donne envie d'aller voir des choses. Pas si bien finalement. En manga, il y avait Oroden, mais c'était pas terrible. Ouais. Donc, du coup... Mais tu sais, j'aime bien moi les mangas comme ça, comme Golden Kamuy aussi, qui te donne envie d'aller découvrir ces endroits du monde. C'est vrai que je le mets un peu dans la même famille de mangas et que j'aime bien aussi, ou Isak aussi un peu dans ce genre. Carrément. Aussi, mais c'est vrai que si vous avez aimé Golden Kamuy, il y a de grandes chances que vous aimiez Fenrir qui serait un manga en 4 tomes. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit si court au début. C'est court. Pour un truc historique, c'est court. Ouais, je l'imaginais pas aussi court, et finalement je me suis dit, attends, pourquoi pas? Est-ce que tu serais pas plutôt content que ça soit en 4 tomes? Parce que d'une, t'es certain d'aller au bout, t'es certain de connaître la fin, t'es certain d'avoir l'intégralité de l'histoire. Mais dès le tome 2, il y a un twist qui est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, du coup, c'est vrai que moi, le tome 2 me faisait croire que ça allait être beaucoup plus long quand même. Moi aussi. Et puis après, j'ai vu, dans 4 tomes,
Voilà, et donc j'étais très content finalement de me dire que c'était en 4 tomes. Une autre série courte, et je sais pas si vous en souvenez, mais à la sortie de ce manga, il y a eu une mini polémique sur internet au niveau des couvertures. Ah bon? Je sais, les gens adorent faire des polémiques sur les couvertures. À partir du moment où on n'a pas la couverture japonaise, les éditions Saka qui ont édité Fenrir ont décidé de faire autre chose, de proposer autre chose. Un autre visuel complètement. Un autre visuel complètement et une autre ambiance qui donne un côté plus accessible au manga. Ouais. Que la couverture. Et certes, les couvertures japonaises sont très jolies, mais elles sont beaucoup moins vendeuses. Oui, c'est ça. Un côté moins shonen, peut-être. Elle est vachement dynamique. Parce que dans la version française, t'as le héros dans une position dynamique. Enfin, elle est très dans les codes de ce qui se fait dans le shonen manga. Est-ce que c'est pas un peu le complexe de dents de chien, tu vois, à partir du moment où c'est pas le truc original, c'est pas bon. On peut le nommer comme ça maintenant. C'est possible. Et le complexe de dents de chien, écoute, on va faire un NFT avec cette expression, Cagnard. Oh, grave. Tu pourras la vendre. Alors, la suite, c'est avec encore un petit voyage temporel pour retrouver notre ami Johnny. Voilà, ça y est, j'ai passé ce petit vortex temporel pour te retrouver, Johnny. On a quitté toute l'équipe, maintenant on n'est que tous les deux. Et tu vas encore nous parler d'un manga de science-fiction parce que tu n'as que ça à faire dans cette émission. Non, mais j'avoue, en fait, je fais un peu une redite de l'émission science-fiction parce que là, mon coup de cœur, c'est Alma. Mais autre bon titre, mais c'est vrai qu'effectivement. Qui est vraiment bien. Le pitch est assez simple en vrai, et je veux prendre ma petite voix de Star Trek de Max. Dans un futur proche où l'humanité semble avoir disparu, Ray et Triss tentent de survivre comme ils peuvent jusqu'au jour où ils se font attaquer et découvrent une terrible vérité. Et il y a un petit hamster robot aussi. Tang, 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 tang. Trop mignon le hamster. Oui. Non mais en vrai c'est un pitch qu'on peut donner dans n'importe quel titre de science-fiction. Moi ce qui m'a plu dans ce titre c'est que encore une fois c'est de la bonne science-fiction avec sur les robots, donc question existentielle classique, humain versus robot. C'est très bien fait, on a de l'action, il y a des questions sur l'humanité, sur des grandes questions de science-fiction très connues avec tout un tas de ions. Et on en ressort avec de la satisfaction, tout simplement. Encore un ion. Encore un ion. Et c'est vrai que 4 tomes encore, une série courte, j'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est cool parce qu'on est c'est bien et à la fois pas bien. Parce qu'on est sûr de pas être déçu dans le sens où ça tire pas en longueur, mais en même temps on se dit merde, ça se trouve j'aurais voulu que ça soit plus long. Donc c'est double tranchant. Ouais, mais c'est ce que je disais sur Fenrir aussi et non, en fait, c'est bien quand ça finit, que t'es sûr d'avoir la fin et que t'es satisfait. Enfin voilà. Donc, Alma, c'est aux éditions Panini Manga. Est-ce que t'as un petit point bonus à attribuer à ce titre ? Moi, c'est le dessin, c'est sûr, à n'en pas douter. Le dessin est super. Mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est un des meilleurs un manga qui s'est lancé et qui s'est vendu autant sur le tome 1. C'est aussi grâce à son dessin. Dernière petite info avant de passer au prochain. Oui, j'en avais parlé. Après Alma, l'auteur Shinji Mito va lancer un nouveau manga. Et donc, après la science-fiction et le fantastique, il va se lancer dans la comédie sentimentale. Et en gros, c'est un titre qui va narrer une relation interdite entre une lycéenne et son professeur. Et quand je vois, mais c'est une comédie sentimentale. Ouais, mais alors quand je vois des trucs comme ça, je me dis, est-ce que l'auteur est un vrai passionné de science-fiction ou est-ce qu'il a pas juste une petite commande sur Alma ? En fait, je me pose vraiment la question, genre, est-ce qu'il était sincère dans Alma ou est-ce qu'il va être sincère dans sa comédie suivante ? Mais ce que le pitch nous dit pas, c'est que c'est peut-être une comédie sentimentale de science-fiction. Ouais, peut-être. Voilà, ils sont dans l'espace et puis. Et Katsura a été honnête dans Aisu et il l'a été autant dans Zetman. Voilà. Ah, c'est vrai. C'est compliqué. Bon, Johnny, je t'abandonne pour retrouver tout le monde. Salut, j'en parle. Encore donc un manga dont on a parlé dans l'émission spéciale SF. Je crois que Joe il a fait exprès. Il a mis tous ces tops comme ça dans l'émission SF. Il a pu en parler 2 fois. C'est son année SF. Il se bagarrait pas mal dans l'émission SF. Genre, mais pourquoi je peux pas parler de ça et tout. Donc, ça m'étonne pas au final, c'est logique. Cagnard, parle-nous d'un manga d'humour qui s'appelle Les racailles d'un autre monde. Bah voilà. Tout est dit. C'est vrai que le titre est à peu près tout. Est vraiment pas mal. Ouais, alors, tout est dans le titre, c'est vrai. Les racailles d'un autre monde, c'est édité par Ki-hoon, s'il dit pas de. Oui, c'est Ki-hoon, il n'y a pas de chance que je dise de bêtises. Donc le pitch, c'est qu'une bande de lycéens plutôt bagarreurs qui n'arrivent plus à trouver de combat, on va dire, à leur niveau. Ils ont déjà défoncé tous les autres Scarla du coin, tu vois, et jusqu'à ce que cette bande se retrouve propulsée dans un univers médiéval fantastique. Yes. En fait, c'est le titre, hein. C'est vraiment le titre. Ce qui m'a plu dedans, c'est que c'est complètement décomplexé, c'est drôle et surtout ça s'assume complètement parce que
moi quand j'ai pris ce bouquin, quand je l'ai vu sortir, j'ai fait ouais, too much là les gars. Vous y allez un peu trop franco, tu vois, gardez un peu. Et ben en fait non, parce que ça s'assume. C'est vraiment comme une bonne série B, une bonne série B qui est très consciente de ce qu'elle fait. Du coup, je trouve que c'est quasiment un manga qui est méta. Tellement il est conscient que ce qu'il raconte c'est pas sérieux quoi. C'est vraiment pour rigoler. C'est un récit court. Pour l'instant il y a 3 tomes au Japon et j'espère que ça va pas être trop long parce que en fait tout va très très vite et si ça fonctionne c'est parce que ça va vite. Parce que les concepts sont bêtes, les persos sont bêtes, en fait tout est bête là-dedans, mais ça marche bien, il y a une bonne énergie, il y a des persos charismatiques à la Onizuka, tu vois, très clairement ils sont calés sur Onizuka et t'as envie de les suivre dans leur côté bagarreur de ouais bah si j'ai voilà ce statement. J'ai défoncé tous les Scarlats du coin, du coup maintenant je vais défoncer des dragons. Tu vois, c'est aussi simple que ça de dire bah oui, vas-y, fonce. Et moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire cette série parce que toutes les 2 pages je me dis putain mais qui est con. Tu vois, l'auteur vraiment je suis là mais putain est-ce que c'est con comme pitch. Mais sauf que tu continues à tourner les pages et à faire encore. Et plus j'avance et plus je me dis ouais il est vraiment con et jusqu'au moment où il arrive et je me dis il est suffisamment con pour que bah en fait je trouve ça limite un peu intelligent, tu vois, un peu conscient bah évidemment. Mais c'est un manga sans prise de tête quoi. C'est vraiment juste baston. Tu sais que je viens de me rendre compte d'un truc, ça fait 1 an qu'on en parle, on en avait parlé à sa sortie déjà en avril dernier. On prononce très mal le nom. On dit les racailles d'un autre monde depuis le début, c'est le racaille de l'autre monde. Les racailles de l'autre monde. Exactement. Voilà, ça fait 1 an qu'on fait cette erreur. Est-ce que vous faites cette erreur? Je crois que je préfère votre version en vrai. Parce que ça c'est autre chose. Question de goût, voyons. Ahmed est passé. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de je te file son 06 de dire bah, en fait c'est plus simple les racailles d'un autre monde. Sur les racailles de l'autre monde, t'avais un petit point bonus. Oui, le point bonus qui sort de nulle part, qui est complètement original, c'est la promotion des filières technologiques au Japon. Parce que évidemment, les mecs sont des Scarlats, du coup, ils sont dans des filières techniques vraiment. Et en fait, quand ils arrivent dans cet autre monde, eh ben, il s'avère que leurs connaissances en menuiserie, en maçonnerie, eh ben, leur sont hyper utiles et encore une fois, ça sort de nulle part, tu vois. C'est pourquoi et oui, l'enseignement technique au Japon est bon. Grâce à ça, vous pourrez battre des armes maléfiques, tu vois. C'est vraiment. C'est génial comme pub. Ouais, non, mais ça sort vraiment de nulle part, quoi. C'est très rigolo et c'est un truc que j'ai jamais lu dans un manga pour le coup. Et toi, en plus, d'habitude, tu ne lis pas du tout d'isekai. Bah oui, c'est vraiment ma petite info en plus, c'est que. Bah, je trouve que pour un isekai, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. J'aime bien les infos en plus. Ouais, l'info en plus. Qui n'est pas une info. Mais c'est peut-être parce qu'ils se prennent pas au sérieux du coup. Comme ça se prend pas au sérieux, peut-être que c'est bon. Oui, mais j'ai lu d'autres isekai qui se prenaient pas au sérieux et je sais pas. Là, il y a un équilibre qui est bon dans le sens où je ne me disais pas du tout que j'étais en train de lire un isekai, alors que c'est le cas. Les racailles de l'autre monde, 3 tomes disponibles aux éditions Kiun. La suite avec ton coup de cœur, Robin. Un coup de cœur d'un petit auteur appelé Tite Kubo. Qu'est-ce que c'est que ce nom en plus pas, moi je l'ai découvert là comme ça. Et ça s'appelle Burn the Witch évidemment. Ouais, alors le pitch, je vous reprends la baseline de Glénat, c'était combat de sorcières et de dragons dans un Londres inversé, ce qui ne vous raconte pas grand chose. En gros, on est dans un univers où les dragons existent vraiment, ou enfin sont pas discernables par le commun des mortels, mais peuvent comment dire, mettre en danger l'humanité. Sont des créatures magiques qui peuvent intervenir sur notre réalité pour des sortes de holo un peu en fait. Alors c'est toi qui l'as dit. Moi j'ai pas trop vu la parenté. J'ai pas trop vu la parenté, mais je ne sais pas. Et bref, on suit dans cet univers-là Noël et Nini qui sont 2 sorcières de la Wingbind, qui est une organisation de sorciers chargée de lutter contre les dragons et de les protéger des humains. Donc là, encore une fois, toute ressemblance avec une série existante serait totalement indépendant de la volonté de l'auteur, je pense. Bon, voilà pour le pitch. En gros, moi, ce qui m'a plu, évidemment, dans ce one-shot, c'est que c'est le retour de Tite Kubo. C'est un gros kiff de retrouver son dessin et son sens de la mise en scène incroyable. Dans une intrigue qui reprend tous les ingrédients du succès de Bleach. En vrai, le pitch que je vous ai dit, il suffit de changer 3 mots et c'est le pitch de Bleach, en fait. Il y a même des clins d'œil à la série, en vrai, dans le truc. Donc, on pourrait même croire a priori que c'est dans le même univers. C'est juste que ça se passe
Pour Yori, c'est censé. Enfin, c'est dit sans être dit. C'est très voilà. Mais bon, en gros, voilà, on est dans l'univers de Bleach, juste de l'autre côté de la planète, donc en Europe. Donc dans un environnement qui est à la fois voilà, on reconnaît la patte de Tite Kubo, c'est ce que je disais dans l'émission où j'avais présenté en tout début d'année, où j'avais présenté Burn the Witch, c'est que Tite Kubo, il fait vraiment partie de ces rares auteurs où tu reconnais sa patte, quoi. C'est-à-dire qu'en une page, tu sais que c'est du Tite Kubo, quoi. Et une image. Et même voilà, mais même quasiment en une image, tu sais que c'est lui. Et pour moi, c'est ça qui fait la marque des grands auteurs. Alors après, voilà, Burn the Witch, on peut lui trouver toutes les faiblesses qu'on veut. Il n'empêche que c'est l'œuvre d'un grand auteur, parce que tu reconnais en une page, tu sais que c'est lui, et puis ça fonctionne, et voilà, même si c'est une recette éculée que tu connais déjà, en fait il le fait tellement bien que moi je trouve ça hyper cool, quoi. T'as le dessin, les personnages, ils sont tous stylés. Même le titre. Même le titre, il est stylé. Enfin, en fait, c'est ça. Tite Kubo, il a un truc c'est stylé, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'auteur du mec qui fait des trucs stylés. Tous ses personnages, son dessin, sa mise en scène. Tout à l'heure, je parlais de polémique sur les couvertures de Fenrir. Burn the Witch, il y a eu le droit aussi. Bah oui, c'est ça. Quand t'en parlais, ça m'avait pensé, parce que c'est marrant. C'est au moment où la série, enfin le projet a été annoncé chez Glénat, ils ont publié un visuel, et qui n'est pas parce qu'en fait le visuel du manga, de la couverture, c'est pas un dessin, en fait, c'est une couverture avec un motif, et il y a écrit dessus "Don't judge a book by its cover". Donc si vous êtes bilingue, vous savez qu'a priori cette phrase veut dire "ne jugez pas un livre à sa couverture". Et pour annoncer Burn the Witch, ils avaient posté un autre visuel qui était un visuel avec les héroïnes et tout ça, et les gens se sont tous mis à chier sur Glénat en mode "mais c'est quoi cette couverture que vous avez mis et tout, c'est pas du tout la couve originale et tout". Et du coup, je trouvais marrant, parce qu'au final, la couverture du manga, c'est la couve originale. Celle qu'il y avait au Japon. Voilà, celle qu'il y a au Japon, parce que de toute façon, c'est les ayants droit qui décident. Évidemment. Et du coup, je trouvais marrant qu'il y ait une polémique autour de cette couverture, sachant le message même qu'elle contient, quoi. Donc, je trouvais qu'il y avait une espèce de petite mise en abîme qui était assez intéressante. Mais ça, c'est aussi propre à Kubo, quoi. Il fait toujours ce genre de petites blagues. Il aime bien, de toute façon, comme disait Cagnard, il y a des jeux de mots, des formulations, des formules un peu classe. Il est stylé. Voilà, tout est stylé dans sa démarche. Alors après, notez que les tomes de Bleach, chacun avait un sous-titre, ce qui est rare dans le manga. C'est pas... Et des sous-titres stylés. C'est ça. Qui pouvaient tous être un type de chanson ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'actu autour de lui là avec le Jump Festa. C'est ça. Et puis en fait, voilà, moi ce qui me réjouit un petit peu avec aussi Burn the Witch, parce qu'au final, voilà, on a eu que Burn the Witch à se mettre sous la dent. C'était pas long, c'est qu'il y a une espèce d'actu autour de Tite Kubo qui est un peu vaporeuse, tu vois. On sait pas trop ce qui se passe avec lui. C'est The Undead. C'est-à-dire que t'as Burn the Witch qui est sorti, et déjà à l'époque on nous l'a vendu un peu comme un faux one shot. On sait pas trop si ça va suivre. Lui-même il dit dans le rabat de la couverture, il dit je suis enfin content de faire une œuvre au rythme que je veux. Donc en fait ça veut dire ça se trouve vous aurez une suite, ça se trouve pas. De toute façon je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et ça aussi c'est très. Et là récemment on a eu l'annonce de la suite de l'animé, tu vois, pareil, qui arrive un peu de nulle part et tout. Enfin il y a une espèce d'actu autour de Tite Kubo qui est très mystérieuse. Je suis d'accord. Et très excitante en même temps. Enfin je sais pas, il y a une effervescence bizarre parce que en fait rien de assez ouf a été annoncé, tu vois. Mais les gens ont envie que ça revienne. C'était un peu le dernier du Big Three. Genre en gros One Piece ça continue, Naruto, il y a Boruto, on en a déjà parlé, et puis là tu te dis ok, Bleach il se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, genre profite un peu là, c'est la vague manga, vas-y, serve dessus, quoi. Burn the Witch donc aux éditions Glénat. Dernier passage temporel maintenant avec Johnny qui nous parle non pas de manga mais de webtoon. Ça c'était le bruit parce que je t'ai rejoint, Johnny. Mais on va pas parler de manga cette fois, parce que ton coup de cœur n'est pas un manga. Ouais, c'est un webtoon. Mais tu sais que tout le monde t'a insulté dans l'autre passage temporel. Mais ça, j'en étais sûr du tout. Et c'est pour ça que je passe en dernier. Quand je dis les autres, je parlais de moi principalement. Oui, c'est pour ça que je passe en dernier. Mais ça se prête bien parce que justement dans Solo Leveling, il y a donc ton dernier coup de cœur de cette émission. Il y a des portails qui te mènent vers d'autres dimensions. L'histoire, c'est un peu, on va suivre Jinwoo qui est un chasseur de monstres. C'est le plus faible jamais connu de mémoire d'humain. Et en gros, à la suite d'un accident dans un donjon. Donc les donjons, c'est quand on passe à un portail dimensionnel qui nous emmène vers un donjon pour affronter des monstres, et puis après on revient sur Terre. Je vous le fais très rapidement. La version courte. Mais en gros, il va se rendre compte qu'après cet incident, il va devenir plus fort, chose jusqu'alors impossible pour un humain. Et comment il devient plus fort? Non, mais alors je vous passe les détails. Mais normalement, chaque chasseur, on lui attribue un rang avec une machine très bizarre, machin chouette. Genre tu peux être de rang A, B, C, D ou E. Et une fois que tu as ce rang-là, c'est sûr que tu bouges plus.
on te dit ouais t'as un rang S mais t'es le meilleur, bah c'est sûr que en fait tu deviendras pas en dessous du rang S, tu deviendras pas au-dessus. Et il y en a, et bien lui il a été évalué au rang E. Donc c'était sûr que c'était vraiment une grosse merde. Et lui, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, il peut acquérir de l'expérience pour devenir plus fort. Et ça, personne ne le sait. Et du coup, le découvre, ils font oh, c'est bizarre. Pourquoi ? Et c'est ce côté un peu RPG qui. Et ben c'est ça qui m'a plu, c'est le côté RPG. Il y a un côté, alors c'est pas un isekai parce qu'il est ok, il est transporté dans un monde parallèle, mais il revient. Donc toi, c'est plutôt un Stargate parce qu'il passe le portable et il revient après, tu vois. Donc c'est une sorte de, il y a isekai inversé. Donc c'est de la baston pure et dure. On a un peu de politique, mais franchement c'est rapido. Ce qu'on aime, c'est la bagarre, voilà, c'est la puissance, c'est l'évolution des persos. On a une intrigue plus ou moins assez étoffée quand même parce que il y a beaucoup de questions. On trouve des réponses rapidement, mais pas trop. Il y a 180 chapitres, donc voilà. Et il n'y a pas 150 volumes pour trouver le One Piece, par exemple. Alors oui, ça a l'air long quand même. Voilà. C'est un très long webtoon à la base. Bah justement, c'est mon info en plus que j'ai appris après. Mais d'abord, je vais faire mon petit point bonus. Bah, le dessin, pour moi, c'est vraiment cool. Et j'ai un peu un mix de One Punch Man Pokémon. Alors, au début, on le voit pas qu'il y a du Pokémon. Mais vers la fin du tome 3 et début du tome 4, il change de classe. Et sa classe fait que... Mais c'est Pokémon, c'est le mec qui est devenu dresseur. Je spoil un peu. Alors, je spoil pas parce que le tome 4 est sorti il y a pas longtemps. Mais il devient nécromancien. Et à partir du moment où il bat quelqu'un et qu'il meurt, et ben il peut décider de l'intégrer à son armée. Mais c'est trop Pokémon, je te jure. Et c'est pour ça, c'est le petit truc en plus qui m'a fait adorer ça. Et l'info en plus, c'est que moi j'étais au tome 14 et j'avais le sentiment que ça arrivait bientôt à la fin parce qu'on a vraiment la réponse à toutes nos questions. Et en fait, le 29 décembre 2021, ils ont annoncé que c'était la fin. Et donc que la série comptabilisera 15 tomes. Et donc voilà, donc j'étais pas loin avec mes 14. Ah donc t'as quasiment tout lu. Ah j'ai quasiment tout lu. Il me reste que 12 chapitres en gros. Et du coup tu vas récupérer tous les bouquins pour avoir la collection. Ouais non mais je vais tout lire parce que c'est vrai que le travail qu'ils ont fait dès le cours c'est assez beau. Et par contre en parallèle j'ai commencé à lire Omniscient Reader, le lecteur omniscient, qui est dessiné par le même studio et le scénariste à mon avis il s'est inspiré aussi parce que c'est pareil, on a ce côté un peu jeu vidéo, ce côté écran qui apparaît, qui est assez sympa. Donc voilà, moi je me suis... On redonne le nom, j'ai pas le le temps. lecteur omniscient. Le lecteur omniscient. Ouais, je pense que ça va être le prochain qui sera édité. Eh ben merci à toi Johnny. En plus on arrive à la fin de l'émission, donc tu peux même dire un semi au revoir maintenant si tu veux. Je vous dis au revoir maintenant et rendez-vous de l'autre côté du portail. Ouais, quant à moi je retrouve le reste de l'équipe. Merci Joe. Salut. Revenons sur notre temporalité actuelle, parce que tout est entre deux temporalités. C'est ça. Il y a celle où on a mangé une galette à l'instant, sans Johnny, mais on lui a fait choisir une part. Et il a raté. Et on est quand même 6. On a coupé la galette en 8. Et on a mangé 2 parts avec Robin. Johnny a choisi une part, aucun de nous n'a eu la fève. Tu es dépité. Donc, deux solutions. Soit le boulanger nous a arnaqué, et il n'y a pas de fève. Soit il faut finir. Il n'aurait pas osé. Soit il y a encore une part qu'on doit manger. On n'a qu'à dire que c'est les auditeurs, c'est la part des auditeurs. Exactement. Maxime, là, c'est vous les rois. Avec un tel sourire de. Fais gaffe Romain parce qu'il va te la piquer la dernière part. Hein. C'est la galette virtuelle. On a inventé ce concept. Exactement. Donc vous avez eu tous la fève en mangeant cette dernière part qui restait. Choisissez votre roi, faites un sondage. Ou reine. Attendez. Ou votre reine. T'en as un roi. On a eu quelques autres coups de cœur rapidement. Un petit mot sur chacun. Réimp, c'était toi ou Julie ou toi Clémence qui avait adoré. On aime bien. Ouais, même oui, super mignon, héroïne trop cool. Et puis dessous de l'édition, trop sympa. Carrément. Kengan Ashura, c'est bagarre. Ça c'est toi. Et ça c'est bien. Pour le pire, Julie. Ah, c'est moi. J'adore. Moi, j'adore cet auteur et franchement, le concept du faux mariage entre deux personnes qui veulent s'entretuer, génial. Mission. Je dis ça comme si c'était un classique. Vous connaissez ce genre d'histoire. Ah bah oui, non, personne connaît. De gens qui se marient, qui veulent se tuer, voilà. C'est le mariage. Un classique dans le mariage, voyons. Mission Yozakura Family, on en parlait dans la précédente émission, dans les meilleures ventes, dans les meilleurs lancements de l'année. Faut ce qu'on disait la dernière fois, Cagnard. Faut attendre encore un petit peu, mais tous les visuels que je vois de ce qui se passe en ce moment au Japon, ils sont tellement badass. Complètement. Ça, en fait, ça suinte le très stylé. Ouais. On n'a peut-être pas le très stylé pour le moment,
Mais Ça en va tout cas, arriver. ça soigne. Oui, mais il va falloir que ça arrive vite quand même, parce que moi je vais vite me lasser quand même au bout d'un moment. Je suis d'accord. Sois patiente. Faut Bah, apprendre désolée, la patience. c'est les avec le jeunes, manga. ça. Jurisprudence Reborn. Évidemment. Jurisprudence Reborn. Et Psyren. Ouais. Psyren sur les premiers Psyren, tomes. c'est arrivé plus vite quand même. Ouais, ça arrive plus quand vite même. peut-être. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est plus court. Joe voulait parler aussi du siège des exilés, mais dont on avait parlé aussi dans l'émission sur les mangas de science-fiction. Pareil pour Sarissa, que j'adore toujours, mais effectivement on en a quand même parlé à plusieurs reprises. Julie, toi t'avais adoré aussi Ragnagna et moi. Bah oui, formidable, lisez-le et vous saurez. Voilà, enfin, pourquoi c'est cool. Ou pourquoi c'est pas cool d'avoir ces règles. Mais c'est important parce que vous êtes des garçons. Et bon, il y a Clémence évidemment qui partage mon avis, je pense. Mais c'est important que vous sachiez ce qui se passe dans le corps des gens que vous aimez. Des femmes. Oui, voilà. Ouais. Clémence, tu avais aussi dans tes coups de cœur fait le roi dragon et moi en chat. Tout un programme. En fait, je pense qu'il y a des Petit moments. moment où tu retombes en enfance. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des moments où en fait j'ai 6 ans. Et quand j'ai 6 ans, dans ces moments-là, je suis tellement contente de lire ça. Et voilà, c'est tout. On dirait le titre d'un Isekai. De toute façon, normalement, il n'y avait qu'un mot à dire sur chacun des non, mais je bouquins. vais pas en rajouter. Julie, la plus belle couleur du monde. Bah parce qu'elle a été magnifique cette histoire. Ah oui. Mais je l'ai lu trop tard pour mettre une note, mais en fait c'est parce que ça fait des mois que je dois le lire, c'est trop cool. Bon c'est un magnifique pavé. Ouais, c'est super beau. J'adore Mais la elle fin en était plus, très elle bien. est trop cool. Bref. Clémence, t'avais adoré aussi A Sign of Affection. Oui, plein d'amour. Voilà, allez-y, lisez. Moi j'avais adoré, non, qui avait adoré The Fable? On est plusieurs à avoir adoré The Fable. Moi j'ai adoré, c'est les frères Cohen en manga. C'est vraiment chouette. Moi j'avais bien aimé aussi, comme toi Julie, Toilet Boon Hanako-kun. Des meilleures ventes de l'année, ça on en a suffisamment parlé. Et puis niveau titre collant, toi Cagnard, t'avais bien aimé Hero Hero. Oui, alors il va revient pour la partie collante. Spécialiste en collant. Manga collant. Alors attendez, on va faire 2 parties. Donc c'est l'auteur de Prison School, qui est un manga que je trouve très très drôle, mais c'est aussi l'auteur de Me and the Devil Blues. Et bah vous avez, comme vous l'avez compris, j'aime bien les titres dérangeants. J'aime bien quand ça te bouscule dans ton caleçon. Et quand ça colle. Et ouais, là ça bouscule bien dans ton caleçon. Et là ça bouscule dans ta culotte ou dans ton caleçon d'ailleurs, pour reprendre le bouquin. Ouais, c'est très unique. On va dire, c'est unique, et si vous comprenez pas, bah, c'est que voilà quoi. Avec un accent anglais. Mais effectivement, moi ça me fait beaucoup rire, parce que je trouve que c'est un auteur qui est totalement en contrôle, mais absolu, de ce qu'il parodie. Et je trouve ça vraiment très fort ce qu'il réussit à faire. Merci d'avoir écouté cette émission, ça va être le moment de conclure. Niveau coup de cœur, qu'avez-vous pensé de cette petite année? Clémence, tu veux commencer? Ouais, bah en fait je voulais faire un petit shout-out ou... Tiens, je parle en anglais maintenant. Shout-out. Non, mais je voulais reparler de Sign of Affection, mais du coup je l'ai déjà dit. Mais je voulais dire quand même que je trouve que c'est important qu'on puisse aussi parler de nos chouchous. Parce que on a un petit peu l'habitude forcément de parler beaucoup de blockbusters, aussi de mangas de baston, de shonen, et je trouve ça cool de dire que c'est bien et c'est normal et c'est chouette de lire d'autres choses, et de dire aussi que les mangas de romance, les histoires d'amour, même les récits contemplatifs, les récits de psychopathes. Ouais, bah voilà, exactement. C'est pas nul, en vrai c'est trop bien, et il y a un peu parfois... Mais lui, il a des trucs de peur. Mais oui, non mais je sais pas, parfois c'est vrai que j'ai un peu ce truc de... Je sais pas, sur les réseaux où on dit que t'as les mangas un peu où, que t'as le droit de lire, et puis les mangas nuls quoi. Et je trouve ça bien de dire bah non, t'as apprécié un truc, vas-y dis-le et assume, et c'est trop cool. Et genre voilà, n'ayez pas peur d'aimer, clairement. N'ayez pas peur d'aimer, et voilà, même les délires de psychopathe. Ça c'est une autre façon de le Cagnard, on te juge pas, t'aimes les délires de psychopathe, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Moi je suis complètement d'accord, n'ayez pas peur de le dire, mais pas sur internet. Non. Ne dites pas sur internet, parce que c'est trop compliqué. Bah, mais ça c'est toi, t'as vu tes lectures. Mais c'est ta faute en fait, c'est ça. T'as vu, lui il fait ses recherches collants. C'est pas moi qui pourris Twitter, autant que je sache. Ah si, peut-être. Ah peut-être, Non, tu es derrière tout ça. Le mec a 17 comptes. Donc il peut te pourrir un éditeur à chaque annonce, comme il veut. J'ai jamais pourri personne. Mais non, mais c'est vrai, on dit souvent, je sais pas, Anonyme. genre que les histoires un peu de romance et tout, on se dit, on les lit sans trop vouloir, je sais pas, le mettre en avant. Bah non, t'aimes une romance, une histoire, même si c'est léger, peu importe, vas-y, dis-le. Mais tu sais, c'est ce que je disais sur notamment certains harem manga. Parfois, il y a des titres, tu aimes les lire, mais t'as pas forcément besoin d'en parler, ou t'as pas besoin de débriefer, parce que c'est des titres assez simples, assez évidents, où il y a pas forcément besoin de débriefer beaucoup. Ouais. Juste tu kiffes, t'es content. Bah voilà, continuez. Enfin, c'est tout. Continuez, kiffez. Ouais.
Exactement. Mais Quelqu'un ne le d'autre dites pas, voulait conclure faites-le taire. Robin, Julie, vous aviez un dernier mot? Moi je suis d'accord avec Clémence, même si mes 2 coups de cœur c'est des gros chaunets. Il aime beaucoup le côté indé. Mais non, en fait, j'allais dire, en fait, ma conclusion c'est un peu comme l'émission précédente, c'est que c'était dur de faire un top 10 et à la fois cette fois-ci c'était dur de trouver des vrais chouchous. Enfin, mon vrai chouchou c'était Search and Destroy, mais voilà, je vais pas le redire. Il était top 2 donc c'était déjà très bien. Mais donc voilà, moi j'ai mes 2 coups de cœur qui sont au final des trucs de licence que tout le monde connaît, donc enfin presque pour Cathy Kubo, tu vois. Mais bon, du coup voilà, j'ai ces 2 vrais chouchous, mais à la fois j'ai pas mal de petits coups de cœur, voilà. Donc bah tu vois, je partageais avec Max Fenrir ce genre de choses, tu vois. Donc j'ai quand même des titres qui m'ont plu, mais j'ai pas eu voilà mes vrais gros coups de cœur de l'année, je les ai pas trop eu cette année. Julie, Kanye, un dernier mot? Bah écoute, moi je trouve que, comme d'habitude, vous me soumettez à la torture de devoir choisir. Voilà, je veux dire, je ne peux pas. Maintenant, je suis un peu plus aguerrie, je crois. Mais c'est dur. C'est vrai que chaque année, on l'explique aux auditeurs. On dit, Julie, il faut 2 titres. J'en parle. Très bien, en voici 5. Ouais, mais comment ça, 2 titres? Dans quel sens? J'en ai mis 2 ex aequo plus un bonus. Ça fait 5. Non, t'as dit 2 titres. Oui, alors je vais parler de 2 titres et je vais pouvoir citer les... Non, 2 titres. C'est... Voilà. Mais c'est... Oh, mais je les aime tous. Bah, voilà. T'as bien raison. Kanye, un dernier mot, un petit bilan sur tes coups de cœur de cette année? Moi je dirais que de toute façon mes coups de cœur en fait, mes vrais coups de cœur ils étaient plus dans l'émission précédente. Ouais, moi ça pareil. reste vraiment Quand sonne la tempête. Denglin N en fait c'est un... c'est habituel pour moi quoi, c'est 2 auteurs que j'adore donc tu vois, ils pourraient sortir n'importe quoi, même une comédie musicale, je pense qu'il irait suivre. Tu vois. Bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Ça pourrait être intéressant. Mais, la comédie musicale la plus glauque du monde. Oui, c'est voilà, ça, c'est un exercice qui est toujours, c'est un exercice qui est toujours assez intéressant. Parce que je pense que nos vraies personnalités de lecteurs, elles se reconnaissent beaucoup plus dans ce genre d'émission où qu'importe que les autres aient aimé ou pas aimé ou n'ont pas aimé, on va juste dire j'aime ça et allez vous faire foutre. Okay. Voilà. Tu vois, t'es un peu guerrier quoi, tu vois. Alors moi j'aime bien ce qui est collant. Bah voilà, laissez-moi tranquille. Mais moi j'aime bien aussi. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour parler d'une chose dont on n'a absolument pas parlé pendant 2 émissions. Ce sont les rééditions de manga. Et ouais, et on va refaire un petit... c'est le bilan quoi. Une sorte de top. Ah ouais. Et ça aussi c'est une sorte de top des meilleures rééditions de 2021. C'est vrai qu'on en fait jamais en plus des tops, ça va être... Non, on vient d'en faire que 2 là, ça va. Ah. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Merci.